Proust pour tous, une version abrégée de À la recherche du temps perdu. C'est maintenant la fin de Combray, cette partie qu'il y a dans Du côté de chez Swann. C'est du côté de Méséglise que se trouvait Montjouvin, et sur le chemin, nous croisions souvent mademoiselle Vinteuil, qui, depuis peu, était toujours accompagnée d'une amie un peu plus âgée qu'elle, et qui avait très mauvaise réputation. Les rumeurs sur leur rapport allaient bon train, et à Combray, on se moquait de M. Vinteuil, lui si à cheval sur la morale, qui acceptait la présence chez lui de cette amie et louait même ses qualités musicales. En fait, M. Vinteuil était en train de mourir de chagrin, conscient de tous les ragots au sujet des mœurs de sa fille et son amie, ce qui ne diminuait pourtant pas l'ardeur du culte dont il entourait son enfant. Un jour où nous marchions avec M. Swann dans Combray, nous tombâmes sur M. Vinteuil. Et M. Swann, qui d'habitude n'adressait pas la parole au vieux professeur, lui fit la gentillesse d'une longue conversation, suivie d'une invitation pour sa fille à venir jouer à Tonsonville. Ce qui remplit M. Vinteuil de reconnaissance, bien qu'au bout du compte il n'envoyât pas sa fille chez les Swann. « Quel homme charmant !» s'exclama Vinteuil après le départ de M. Swann, tout en déplorant son mariage tout à fait indigne. Cependant, M. Swann avait encore oublié de lui demander un renseignement sur quelqu'un qui portait le même nom que lui. J'allais maintenant la permission d'aller seul du côté de Méséglise, lorsque mes parents ne sortaient pas en raison du mauvais temps. C'était l'automne, et nous étions venus à Combray pour la succession de la tante Léonie, qui avait fini par bourrir, et ainsi donner raison à la fois à ceux qui pensaient que son régime l'achevait, et ceux qui pensaient que sa maladie n'avait rien d'imaginaire. Sa mort causa un violent chagrin à Françoise, qui passa les 15 derniers jours de la vie de sa maîtresse à son chevet comme un chien fidèle. Et nous comprîmes alors que ce que nous avions pris pour de la haine chez la domestique vivant à la merci des caprices, soupçons et colères de sa patronne était en fait de l'amour et de la vénération pour le despote qu'elle servait. Durant l'une de ces balades que je faisais à l'époque où la solitude me remplissait d'exaltation, gonflé par le désir aussi fou qu'irréel de voir une femme surgir de la nature, je ressentis une très forte impression qui planta en moi l'idée de ce qu'est le sadisme. Il faisait très chaud, et je m'étais endormi près de la mare de Montjouvin. À peine réveillé, presque à la nuit tombante, je vis mademoiselle Vinteuil, jeune fille à présent, tout près de moi dans son petit salon, lampe allumée. Je ne bougeais pas, de peur de me faire voir, car elle aurait cru que j'étais là pour l'espionner. Elle portait le deuil de son père, tout récemment disparu, après une fin bien triste. Il n'avait pu retranscrire toutes les notes de ses dernières compositions, éparpillées sans ordre et sans valeur, sauf pour lui-même. Il avait aussi renoncé à un avenir honnête pour sa fille adorée, qui, d'après ma mère, devait être rongée de remords. J'assistais alors à l'arrivée de son ami, à une ébauche de leurs ébats amoureux, jusqu'à ce que, provoqué par mademoiselle Vinteuil, l'ami crachât sur le portrait du père infortuné. Voilà le salaire qu'il touchait outre-tombe pour tous ses soins paternels. Après coup, je me mis à penser que cet acte malicieux était une expression de sadisme. De la pure cruauté n'aurait pas eu besoin de toute cette mise en scène. Les sadiques de cette espèce sont en fait naturellement vertueux, et le plaisir sensuel leur paraissant l'apanage des méchants, ils se sentent obligés de jouer ce rôle de mauvais pour atteindre au monde inhumain du plaisir. Aller à Méséglise, c'était simple. Mais pour aller du côté de Guermantes, le chemin était long. Nous n'y allions donc que lorsqu'il faisait beau. Tout au long de notre route, nous côtoyions la Vivonne et tous les plaisirs créés par ce cours d'eau,
longeant tours et créneaux, vestiges ornant les terres vassales de Guermantes, ces princes de contes de fées français, liés pour toujours à notre village. Jamais nous ne poussions notre marche jusqu'à Guermantes, où résidaient le duc et la duchesse, que, bien que j'aie su qu'ils existaient, j'imaginais en tapisserie ou en vitrail ou encore en images impalpables projetées par ma lanterne magique, personnages d'un pays ensoleillé s'animant au bord de la Vivonne, ses nymphéas et ses beaux arbres. J'imaginais madame de Guermantes soudain éprise de moi, pêchant tout le jour à mes côtés dans le parc du château. Je lui écrirais des poèmes, car il était temps de se demander ce que je voudrais écrire, mais rien ne me venait, et ma rêverie sur mon avenir d'écrivain sombrait dans le découragement devant le manque d'inspiration. Un jour, j'appris que la duchesse de Guermantes viendrait assister au mariage de la fille du docteur Percepied. Pendant la cérémonie, je l'aperçus. Une dame blonde, au grand nez, des yeux bleus perçants, dans un visage rougi par la chaleur. Bien humaine et cependant investie de sa glorieuse généalogie. Je la regardais intensément, et imprégnée de l'idée que je m'étais faite d'elle, je la trouvais belle, noble, une fière Guermantes, la descendante de Geneviève de Brabant. Le regard de la duchesse passait sur les gens dans l'église avec un sourire réservé de suzeraine qui a l'air de s'excuser auprès de ses vassaux et de les aimer. Je crus qu'elle arrêtait son regard sur moi, je crus que je lui plaisais, et aussitôt je l'aimais. Après cette entrevue, lorsque j'allais du côté de Guermantes, je souffrais encore plus d'avoir à renoncer à la littérature. Les impressions que j'y recueillais ne conduisaient à aucune vérité abstraite. Abandonnant la recherche d'une grande idée philosophique derrière ce que je voyais, promesse d'une œuvre littéraire, je me contentais de ressentir devant telle vue, tel objet, quelque chose de caché que je n'arrivais pas à poursuivre au-delà de la seule sensation. J'eus pourtant l'occasion d'approfondir ce genre d'impression à la vue de 2 clochers de Martainville, qui semblaient se déplacer alors que nous étions dans la voiture à cheval du docteur Percepied. Ce qui était caché derrière ces clochers, c'étaient des mots, une phrase qui me faisait plaisir. J'écrivis à cette occasion un petit texte que j'ai conservé et qui me remplit d'une grande joie. Je ne repensais jamais à cette page, mais à ce moment-là, quand, au coin du siège où le cocher du docteur plaçait habituellement dans un panier les volailles qu'il avait achetées au marché de Martainville, j'eus fini de l'écrire. Je me trouvais si heureux, je sentais qu'elle m'avait si parfaitement débarrassé de ces clochers et de ce qu'ils cachaient derrière eux, que, comme si j'avais été moi-même une poule, et si je venais de pondre un œuf, je me mis à chanter à tue-tête. Durant tout le jour, je rêvais de la duchesse de Guermantes. Mais, quand la nuit tombait, la tristesse d'avoir à quitter ma mère jusqu'au lendemain m'accablait. J'aurais voulu mourir. Et j'appris ainsi à reconnaître en moi la succession de ces états intermittents qui n'avaient aucun rapport les uns avec les autres. Le côté de Méséglise et le côté de Guermantes sont restés en moi, avec leur belle nature, leurs parfums et leurs bruits. Ils ont pris dans ma vie intellectuelle, la plus riche de toutes les vies que nous vivons, une place sans égale, constituant comme un gisement enfoui dans mon sol mental. C'est parce qu'à cette époque exaltée par la jeunesse, je croyais aux choses et aux êtres, que ces choses et ces êtres sont encore réels pour moi, et que c'est là, seulement là, au pays de ma mémoire, que j'aimerais vivre. Et lorsque maintenant je rencontre les mêmes détails qui parsemaient le côté de Swann ou le côté de Guermantes, ces aubépines, ces bleuets, ces pommiers ou l'odeur des lilas, ils sont au niveau de mon passé, à la même profondeur, et mènent droit à mon cœur. C'est ainsi que souvent je songeais au matin à Combray, à ces souvenirs retrouvés dans le parfum d'une tasse de thé, ajoutés à ce que j'avais appris
des années plus tard au sujet d'un amour que Swann avait eu avant ma naissance. Tous ces souvenirs formaient à présent une masse dans laquelle on pouvait discerner les veinures qui, dans les roches, montrent parfois les différentes époques de formation. Fin de Combray.